Dans ce contexte de la pandémie, on veut à tout prix prévenir une deuxième vague. Et de quoi on pourrait se servir? De ce qu'on a dans la poche, de ce qui fait maintenant partie de notre vie de tous les jours, notre téléphone cellulaire. Il y a des technologies de traçage qui sont à l'étude. Notre bureau d'enquête, d'ailleurs, a appris que le gouvernement étudie sérieusement des méthodes controversées, il faut le dire, qui ont été utilisées en Chine, qui n'est pas nécessairement un exemple de démocratie, et en Corée du Sud. On va en parler avec Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité. Bonjour, Steve. Bonjour Jean-François. Oui, chaque fois, c'est Big Brother. Hein? On se dit, est-ce qu'il y a un risque pour notre vie privée qu'on donne beaucoup trop d'informations à nos gouvernements? Pandémie ou pas, Jean-François, c'est toujours été une question d'actualité. Et dans ce contexte très précis de pandémie, oui, il faut s'assurer que ça ne devienne pas, un outil permanent pour surveiller la population en temps réel, et de deux, que ça soit utilisé à bon escient et de bonne façon. Donc, tu as des entités comme l'exemple, la Commission d'éthique à la science et technologie qui ont remis un rapport vendredi dernier faisant état justement que de s'assurer qu'on protège la vie privée des gens et que ça va être servi justement dans un contexte très, très, très confin, c'est-à-dire en début, avec une date de début puis une date de fin. Mais on sait très bien que présentement, la pandémie, il n'y a pas de date de fin d'annoncer, mais il y a quand même ces outils-là qui peuvent être mis à la disposition des gens pour être capables justement d'assurer l'étanchéité des mesures en place. Techniquement, là, concrètement, je vois qu'il y a principalement deux méthodes qu'on peut utiliser, c'est-à-dire la technologie Bluetooth ou alors le GPS. Oui, puis il y a d'autres pays dans le monde qui s'en servent actuellement. Le GPS, tout le monde l'a présentement et on s'en sert sur une base quotidienne pour, exemple, connaître notre destination lorsqu'on va ou on allait travailler sur la route, mais aussi l'utilisation de la technologie Bluetooth pour être capable de détecter qui alentour de nous on vient en contact. Donc, on pourrait se faire envoyer un message, se faire donner un son à partir du téléphone disant qu'on est trop près d'une personne, on ne respecte pas le 2 mètres de distance, mais aussi un peu plus invasif, il y aurait moyen à ce moment-là de laisser savoir si on est près d'une personne qui a été diagnostiquée positivement avec la COVID-19, ce qui permettra aux gens donc de s'éviter. Mais ça amène dans une autre direction, Jean-François, c'est-à-dire vraiment la discrimination des gens dans la société. Là, ça va être la chasse aux sorcières qui va commencer. Il ne faut pas aller dans cette direction-là, puis c'est tout ça qui est à l'étude actuellement. Oui, donc ça, c'est le Bluetooth, et tout est dans la question aussi de ce qu'on fait avec les données, où elles sont stockées. Est-ce que c'est juste sur notre téléphone? Est-ce que le gouvernement stocke ces données-là? Exemple, le GPS. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de réticence face à l'utilisation du GPS où le gouvernement pourrait finalement connaître tous nos déplacements. Là. Bien, présentement, il y a de l'information comme ça que le gouvernement a déjà avec beaucoup de données qu'on donne actuellement au gouvernement. Et si je prends un autre exemple, Jean-François, de l'application du gouvernement du Canada qui a été émise au début avril, sur une base volontaire, demande aux gens de participer et donner l'information comme ça. Quand ça demeure sur une base volontaire, c'est acceptable aux yeux de la loi. Et alors, quand c'est imposé par le gouvernement, c'est là que ça rentre à l'encontre de la Charte des droits et libertés. De ceci dit, ben c'est certain que le gouvernement souhaite avoir une meilleure idée de la situation, mais encore là, tant que c'est pas réglementé correctement, quand c'est pas paramétré pour dire quand la date de fin surtout, ben ça peut prendre, comme tu dis, des proportions gigantesques. Mais il reste toujours bien que avant la pandémie, ben, tout le monde donnait librement ses données à des compagnies internationales comme Google ou autres. Mais même ces grands-là, ces géants-là, voulant déployer des outils similaires, ben ils ont en tête justement la protection de la vie privée des gens avant tout. Et il y a d'autres gens qui vont dire, tant que de toute façon, nos données sont utilisées à des fins commerciales, présentement, j'aime beaucoup mieux que ça serve à protéger ma santé que ce qui est déjà fait par bien des entreprises. Tu as raison là-dessus, Jean-François, puis en même temps, il ne faut pas que ça n'en vienne aussi, justement, un échappatoire, dans le sens que, c'est pour la COVID, je donne librement mon consentement à tout. Mais faut que ça soit vraiment bien encadré, parce que même si on prend juste un exemple, avant Noël, là, quand on passait les mêmes messages, de protéger son information personnelle pour pas que ça devienne dilapidé aux 80. Oui, il y a des fuites, il va en avoir d'autres. Ça, faut travailler pour le prévenir le plus possible. Mais il faut prévenir aussi que ça soit justement banalisé à un point tel que les données, que ça devienne encore une fois de la monnaie d'échange sur le marché. Parce qu'une fois la pandémie terminée, ces données-là ne sont pas supposées de servir à rien d'autre. Il faut qu'elles soient détruites. C'est ça qui devrait être l'entente. Mais
dans le cas actuel, si ça s'avère qu'il soit gardé, bien, ça pourrait être réutilisé dans d'autres contextes qu'on ne voudrait peut-être pas. Exemple, vers des compagnies d'assurance, qu'eux autres seraient bien intéressés d'en savoir plus. Oh oui. Il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés à avoir de l'information sur nous autres. Il faut faire très attention. Steve Waterhouse, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Bonne journée. Bonne journée.